C'est toujours un plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi pour le rendez-vous de l'actualité sur vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Juge Geoffroy, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Bouba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Juge Vara, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité, nous auditionnons Ambassadeur Paul Sanduidi. Il est analyste politique, ancien maire de commune et technicien supérieur de santé publique. Avec lui, il sera question de la problématique des espaces de liberté et cohésion sociale. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les juges. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette troisième convocation avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est le Niger. On a le ministre de la Défense qui s'est rendu au Togo, le ministre de la Défense du Niger. Il s'agit de Salifou Moudi pour demander au président togolais de faire l'intermédiation auprès de la CEDEAO sur les sanctions qui sont en train d'asphyxier son pays. Vous vous rappelez que l'Union africaine avait aussi parlé d'une certaine mission en juin à ce que on voit aussi la réalité nigérienne, parce que il ne faudrait pas aussi que les blocus là aient des impacts plus que de proportion sur les Nigériens, et on en faisait d'ailleurs cas ici. J'ai dit mais si c'était le cas, pourquoi sur des pays frères, pourquoi la CEDEAO ne revoit pas ces sanctions là, alors qu'on sait que les militaires sont bien installés. Il faut revoir peut-être les choses. Et lors de cette mission justement lundi, le ministre de la Défense a rappelé que le président togolais est le seul président quand même de la CEDEAO qui a toujours gardé le contact avec eux, qui a toujours pris langue avec eux. Et le président togolais qui a dit qu'il irait même aussi au Niger, et que après en tout cas il va prendre son bâton de pèlerin pour voir avec ses pairs ce qui pourrait être fait. Je crois que c'est ça aussi la diplomatie africaine. On ne peut pas ici se dire à un moment donné que les populations doivent payer pour certains éléments qui se sont passés. Je pense que pour la question nigérienne, on a brandi à un moment donné l'option d'une intervention militaire. Même ceux qui l'ont brandi ont vu que ça n'allait pas être si facile que ça. Et puis bon, est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer un peu de moins étreindre le Niger comme ils le font, desserrer un peu les taux pour que ce pays-là commence à avoir un petit bol d'oxygène, parce que ça ne va pas. Quand vous voyez, vous savez, un pays, les questions d'électricité et d'énergie, c'est les préalables à la production. Quand vous n'en avez pas, je ne sais pas comment est-ce que l'économie peut continuer de tourner. Et puis, on parle même de certains secteurs comme la santé et autres. Vous savez, il y a des éléments qui ne pardonnent pas. Donc aujourd'hui, je pense que il faut revoir la copie sur ce qui concerne ce Niger-là, parlant de cette CEDEAO. Et c'est bon que le président togolais donc accepte cette médiation, et on espère que les autres présidents auraient une oreille attentive, parce qu'on a comme l'impression aussi que les concernants, il y en a qui ont personnalisé l'affaire, et veulent envoyer le message pour ne pas que chez eux-mêmes quelque chose de ce genre-là ne se passe. Alors que si vous gérez bien, normalement il ne devrait pas avoir de problème. Donc ça dépend d'eux-mêmes. D'accord. Alors, juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Merci. Bon, ce qui retient mon attention, c'est un article de France 24 que je vais citer sans commentaire. Alors que les législatives en Ukraine auraient dû avoir lieu en octobre de cette année et la présidentielle en mars 2024, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé lundi que le moment n'était pas propice à la tenue d'élections, plus d'un an et demi après le début de l'invasion russe. L'heure est à la défense, a-t-il plaidé. Fin de citation, sans commentaire.
La problématique des espaces de liberté et de cohésion sociale se pose aujourd'hui avec acuité. Sur la question, le chef de l'État a été on ne peut plus clair en début de semaine. Il a annoncé que la transition aborde un nouveau virage, indiquant du même coup que les libertés individuelles ne sauraient primer sur celles de la nation. Et nous abordons ce matin avec notre invité du jour la problématique des espaces de liberté et de cohésion sociale, l'analyste politique ambassadeur Paul Sanduidi. Messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Merci. À l'introduction, vous avez dit que notre invité est un ancien maire de commune. Après le coup d'État de janvier 2022, il y a eu la dissolution des collectivités territoriales. Certains avaient dit qu'il ne fallait pas le faire, d'autres le disent. Vous êtes un acteur de premier plan. Est-ce que véritablement il fallait dissoudre les collectivités pour être en phase avec la nouvelle donne? Merci bien, monsieur le juge. Évidemment que non. Évidemment que non. Pour la bonne et simple raison que si vous faites un constat maintenant, vous vous rendez compte des dégâts qui sont commis. Il est bien vrai que nous sommes en guerre, c'est une difficulté supplémentaire, mais même en période de paix, on connaît les difficultés qu'éprouvent les collectivités territoriales, surtout celles rurales, à mobiliser des ressources et à financer le développement. Alors, lorsque ce chamboulement est arrivé, en tout cas, ça nous a surpris, pas parce qu'on était accroché à quelques strapontins que ce soit, mais c'est venu au moment où il y avait des ambitions, c'est venu au moment où il y avait des projets qui se déroulaient, beaucoup de partenaires s'en sont allés, et du coup, c'est l'État qui devrait prendre la relève. Et vous connaissez la réalité économique, socio-économique de notre pays en ce moment, de telle sorte que, en tout cas, c'est le service minimum, à savoir le fonctionnement. Si vous voulez faire un investissement dans une commune aujourd'hui, il faut d'abord écrire au niveau central à Ouaga, même pour construire un mur, il faut que vous écriviez à Ouaga, qu'on regarde la pertinence ou la possibilité avant de vous autoriser à le faire. Mais les communes jouissent d'une autonomie de gestion, c'est le principe même des collectivités. Je ne suis pas en train d'imaginer que, malgré la guerre, les communes devraient se comporter comme si on était en temps de paix, mais l'autonomie de gestion, du moins la relative autonomie de gestion, leur permettait, à défaut de compter exclusivement sur l'État, de compter sur les partenaires au développement, la coopération décentralisée, ce qui n'est pas le cas. Du reste, personnellement, moi j'ai saisi le Conseil d'État pour voir statuer sur la question. Mais j'avoue que je suis déçu, pas parce que on ne m'a pas donné raison, mais le Conseil d'État est resté muet. La saisine date du mois de mai 2022. À ce jour, c'est sur la forme, parce que moi j'avais introduit la requête d'abord d'annulation de la mesure, en attendant de voir statuer sur le fond qui est la suspension d'abord de la mesure, en attendant de voir statuer au fond sur l'annulation. Alors, on m'a fait savoir que l'annulation n'est pas acceptée, mais que par la suite, ils allaient statuer sur... non, la suspension n'est pas acceptée, mais l'annulation, ça devait faire suite. Jusqu'aujourd'hui, je suis sûr que cette décision ne serait rendue qu'après certainement des élections hypothétiques à venir. Alors, votre recours, c'était contre quoi? C'était pour permettre l'autonomie de gestion ou bien c'est contre même la dissolution? Non, c'était contre la dissolution parce que quand vous regardez, vous lisez la Bible de la décentralisation des collectivités, le Code général des collectivités, il est dit que aucune mesure de portée générale ne pourrait être prise pour dissoudre les conseils de collectivité. Ça, ce n'est pas nous, ce ne sont pas les maires qui l'ont écrit. C'est l'administration qui a adopté son code et pour animer la vie de ces collectivités. Il est dit que cela ne pourrait arriver que si d'aventure il y a des risques de troubles à la cohésion sociale et à l'ordre public. Moi, je ne vois pas ce que le fonctionnement des conseils municipaux comportait comme risque pour embraser la cohésion sociale au Burkina à l'époque. Sur cette base, et il y avait également que le décret qui a servi à dissoudre le conseil de collectivité a visé d'abord la charte de la transition avant de viser la constitution.
Non, je ne suis pas un juriste chevronné, mais je pense que la charte ne pourrait pas venir avant la Constitution, qui est quand même notre matrice première des lois. C'est sur ces éléments-là que j'ai saisi. Et j'avais hâte de voir le juge administratif, en tout cas, expliquer, et surtout que ça fasse jurisprudence. Parce qu'au Burkina Faso, dès lors qu'il y a un coup d'État, le souffre-douleur tout trouvé, ce sont les conseils de collectivité qu'il faut ramener en délégation spéciale. Malheureusement, on règle certainement des comptes politiques, mais c'est le développement qui en pâtit. D'accord. Ok. Ma dernière question sur cette affaire, c'est que il y a plusieurs projets qui étaient engagés avec des partenaires. Aujourd'hui, c'est la délégation spéciale. Qui sont maintenant les sources de financement des projets portés par les collectivités aujourd'hui? Est-ce que c'est exclusivement l'État ou il y a des partenaires qui sont restés en dépit de la situation de dissolution? Oui, après la dissolution, bon, naturellement, c'est l'État. Mais vous savez très bien que l'État aujourd'hui a d'autres soucis que de financer le développement des collectivités. Certains partenaires qui sont restés, ce sont des partenaires, j'allais dire, organisés autour de projets, certains projets et programmes, tels que le fonds, le FICOD, Fonds d'investissement pour les collectivités territoriales. Bon, il y a aussi ce fameux, le fonds minier, qui du reste a connu des retouches pour contribuer également à l'effort de guerre. Et à la fin, parce que là où nous regrettons, il y a par exemple des partenaires que vous connaissez, tels que les Américains, à travers le fameux compact qui devait se dérouler, ils ont fermé. Il y a d'autres partenaires financiers de la coopération décentralisée, c'est-à-dire des fonds, des financements qui avaient été démarchés à partir des initiatives locales vers d'autres collectivités, notamment européennes ou ailleurs. Mais tout ça, les gens... Non seulement la sécurité rendait de plus en plus le Burkina moins attrayant, mais lorsqu'on a dit que les collectivités sont dissoutes, les gens ont dit qu'ils ne voyaient plus la nécessité de saigner parce qu'il n'y a plus d'interlocuteurs. Ça avait été pensé, en tout cas imaginé, par, j'allais dire, les ressources locales. Maintenant que ces acteurs ne sont plus pris en compte, en tout cas, bon nombre de partenaires sont partis, malheureusement. Alors, juge Frovara. Bon, peut-être dans la même lancée, quand on vous écoute, on a la lecture claire que la délégation spéciale, c'est un peu la solution du pire. Oui, parce qu'après la dissolution, on ne peut pas dire que les collectivités sont dissoutes. On a réglé un problème politique en mettant de côté les politiciens, à qui on n'avait certainement pas confiance. Mais les délégations spéciales qui sont là, vous savez comment c'est composé, j'ai rien contre eux, mais c'est l'administration, ce sont les représentants de l'administration centrale qui sont les premiers responsables, et on a saupoudré avec, j'allais dire quelques représentants, mais ce sont les associations et autres. Mais c'est loin d'être, comment on appelle ça, un conseil de collectivité qui est représenté par l'ensemble des entités administratives tels que les villages et qui remontent les besoins, les difficultés et les problèmes qu'il faut résoudre. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas attendre d'une délégation spéciale d'être aussi au parfum des préoccupations de la collectivité, de faire autant que les conseils municipaux parce qu'ils ne sont pas habilités à ça. Mais bon, ça permet de garder la case en attendant. Eh bien, c'est la coutume au Burkina. Et veuillez noter que dans d'autres pays, tels que le Mali, la Guinée, les pouvoirs ont été déposés, mais les conseils de collectivité n'ont pas été touchés. Je me rappelle que c'est une année plus tard qu'un conseil de collectivité a été dissous suite certainement à des malversations, on a audité. Mais ça, c'est un cas spécifique. Alors, mais chez nous ici, la règle, lorsque le président n'est plus là, il faut balayer tout le reste parce qu'on s'est dit que les présidents de conseils de collectivité sont acquis au régime qu'on a sabordé. Et donc, il faut faire le ménage en même temps. Ça, c'est contre-productif, malheureusement. D'accord. Alors, on va aller dans le fond du sujet. Pour un pays comme le Burkina Faso qui traverse une situation sécuritaire assez difficile, comment les espaces de liberté doivent être perçus selon vous? Alors, à mon avis, la question est simple.
même si il se trouve des spécialistes qui compliquent ou qui complexifient tout. Les espaces de liberté, les gens ont tendance tout de suite à confondre les espaces de liberté et du libertinage. Il y en a qui pensent qu'à force, si on dit de laisser faire, on va faire n'importe quoi. Les espaces de liberté ont toujours existé, depuis que, en tout cas, on implémente la démocratie au Burkina. Et c'est quoi les espaces de liberté? Ce sont des libertés individuelles, telles que la liberté d'aller et de venir, telles que la liberté d'opinion, la liberté de s'exprimer sur des sujets d'actualité concernant la gestion de la chose publique, et également des espaces de liberté collective, dont les activités se caractérisent par exemple par des manifestations, des activités des corporations ou des organisations qui se retrouvent autour d'un centre d'intérêt, notamment les syndicats et autres, mais pas seulement que. Alors, l'exercice, ou du moins l'encadrement ou la perception qu'on a de ces espaces de liberté-là n'est pas du tout, j'allais dire, incompatible avec le contexte de guerre. Au contraire, de mon point de vue, c'est pendant les périodes difficiles telles que la guerre qu'il faut consolider la démocratie. Personne ne demande à ce qu'on laisse un état de chien-lit pour que chacun fasse ce qu'il veut. Mais reconnaissez avec moi que, en tant que participant, en tant que citoyen d'un pays, d'une collectivité, j'ai le droit d'opiner, j'ai le droit d'apprécier, et ça s'appelle la participation citoyenne, la veille citoyenne, contrairement à ce qu'on entend dans les ronds-points. Parce que la veille citoyenne consiste à donner la possibilité aux gouvernés de contrôler l'action des pouvoirs publics. C'est ça la veille citoyenne. Maintenant, lorsque les gens s'organisent pour interdire à nous autres ou aux corporations d'apprécier la conduite des affaires publiques, ça, ce n'est pas une veille citoyenne. C'est aussi un espace de liberté pour eux. Non, mais je dis qu'il ne faut pas le définir comme une veille citoyenne. Parce que si vous cliquez dans Google, il n'y a pas 36 000 définitions. C'est la possibilité donnée aux citoyens de participer, de contrôler l'action des pouvoirs publics. Il se trouve que ceux qui se réclament, j'allais dire, propriétaires de la veille citoyenne aujourd'hui dans nos ronds-points, c'est eux qui interdisent aux particuliers et aux OSC qui ne disent pas ou qui ne pensent pas la même chose que d'apprécier ou de porter un regard critique sur la gestion de la chose publique. C'est en cela que je dis que c'est contradictoire. Ils sont en train, j'imagine, de professer le contraire de ce qui doit être. C'est ça mon propos. C'est bien entendu un espace de liberté jusqu'à ce que, comment on appelle ça, l'autorité compétente ait la lucidité de regarder et surtout d'éviter les dérapages. Mais en tout cas, les mêmes espaces de liberté qui leur sont reconnus, mais doivent être également reconnus aux autres. À vous entendre, c'est comme s'il s'agissait d'un silence complice. Oui. Il n'y a pas d'autre définition. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque moi j'émets un avis contraire et que, j'allais dire, pas contraire, j'apprécie la conduite des affaires de l'État parce que j'ai la qualité d'un citoyen burkinabé. La seule, ou du moins les deux limites personnelles, je ne dis pas aux autres d'en prendre compte, les deux limites personnelles que moi, je m'impose à moi-même lorsque j'apprécie la conduite de l'État, c'est la courtoisie, qui relève de la morale, voilà, du savoir-vivre en société, et puis la loi. De telle sorte à ce que, dans mes propos, je ne sois pas en porte-à-faux avec la réglementation, les dispositions de la loi, et que, dans ces propos également, je ne porte pas des injures, de la diffamation, ou je ne vilipende pas la personne de l'autorité dont j'apprécie la conduite des affaires publiques. Ces deux limites-là observées, je suis en toute légitimité autorisé. C'est même pas une autorisation, c'est un droit. On n'a pas besoin de négocier. Je dois pouvoir dire ce que je pense de la conduite des affaires de l'État. Et c'est ça qui semble être un problème aujourd'hui. Et je pense que ça n'interpelle pas seulement les individus, ça interpelle, je crois, pratiquement
la société burkinabé dans toute sa composante. Parce que c'est une nouveauté, en tout cas à mon sens. Juge Favara. Oui, on a mis les pieds dans le plat concernant le sujet. Justement, quand on écoute aujourd'hui en termes de débat, ce qui est mis en opposition, c'est la question de l'exercice des libertés individuelles et l'intérêt commun. Le président lui-même disait il n'y a pas si longtemps que les libertés individuelles ne peuvent pas primer sur celles de la nation. Ça veut dire qu'on met deux éléments en opposition ici, alors qu'on sait que l'État lui-même, donc la nation, elle est garante des libertés individuelles. Mais là, on prend les libertés individuelles qu'on met en opposition avec l'intérêt commun. Parce que pour certains, au nom de ces libertés individuelles, il y a des actes, il y a des mots, il y a des paroles, il y a des attitudes qui fortement peuvent saper ou avoir un impact négatif sur l'intérêt collectif. Parce qu'on est en guerre et souvent le propos, l'analyse, c'est sur les questions de sécurité aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les questions de corruption, c'est souvent sur la question même sécuritaire. Où c'était dit clairement, lui il ne fait rien, ce qu'il dit en termes d'avancée, ce n'est pas vrai. Voilà où on en est. Et il y a l'autorité qui dit, bon, ça sape le moral d'eux. Ça fait ceci. C'est dans cette réalité-là on est aujourd'hui. Comment, je ne vais pas dire comment est-ce qu'on en sort, mais comment est-ce que vous lisez cette opposition qui est mise alors que l'État et les libertés individuelles, ce n'est pas des oppositions en tant que tel. Il y a un même qui garantit l'autre, qui garantit l'expression de l'autre, mais aujourd'hui on est un peu dans une mise en opposition de ces concepts. Tout à fait. Non, il est évident que nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle est une préoccupation de tout Burkinabé. C'est une évidence. Et je crois que c'est à ce titre-là, ça ne revient pas souvent, que depuis un certain temps, en tout cas de 2022, depuis la survenue du putsch jusqu'aujourd'hui, moi j'observe personnellement que le peuple burkinabé dans son ensemble a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts dans quel sens? Rappelez-vous que sous le pouvoir du président Kaboré, les gens n'étaient pas prêts à contribuer à l'effort de guerre. Ça, je le dis, je l'assume. Il est même arrivé un moment où une baisse substantielle de 50 francs sur le litre d'essence a fait pratiquement la risée des activistes. Parce qu'on trouvait que c'était rien. Mais il se trouve que, en tout cas, avec la nouvelle dynamique, impulsée par les nouvelles autorités, les différentes taxes, les contributions volontaires, personnellement, je trouve que le Burkinabé a fait preuve d'engagement. Et il continue de le faire. Cet engagement étant fait, il est clair que notre société, le Burkina, tel que moi je l'ai connu, je ne suis pas très vieux, mais le Burkina a une tradition de dialogue. Le Burkina a une tradition de contradiction. Et c'est seulement au prix de ce dialogue-là, de ces contradictions-là, qu'on peut dégager un consensus qui est viable. Mais lorsque, d'emblée, vous opposez les libertés individuelles et collectives à la conduite de la guerre, ça pose un problème. Personne ne s'imagine un autre Burkina que celui-là. Nous sommes tous engagés, tout le monde est conscient des charges, des engagements, des parts, des chemins qu'il doit faire. Mais de là à dire, si vous n'applaudissez pas, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et des activistes qui se sont proclamés, en tout cas soutiennent la transition, l'ont signifié, et publiquement, si ce n'est pas pour soutenir, si ce n'est pas pour applaudir, vous ne direz rien. Non, il y a un problème. Il y a un problème parce que la contradiction n'est pas faite, les appréciations, les opinions ne sont pas seulement faites pour accuser, pour accabler. Non, la tâche est tellement, j'allais dire, délicate, au point que même si la loi
le règlement n'avait pas donné la possibilité aux citoyens d'apprécier, le gérant de la chose publique lui-même devrait quand même convenir que la complexité de la tâche, lui, en tout cas, impose d'avoir des avis divergents, des avis complémentaires, afin de faire la meilleure option pour le devenir de ce pays-là. En tout cas, de mon point de vue, lorsqu'on dit que dans telle ou telle matière, que ce soit au niveau de la guerre ou de la gestion politique, il y a des insuffisances, ce n'est pas forcément parce qu'on est contre celui qui est là-bas. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une réalité. Il n'y a pas de liberté absolue. Il n'y a pas de liberté absolue. Les libertés, puissent-elles individuelles, collectives et autres, il y a quand même aussi des limites. Est-ce qu'il n'y a pas d'abus pour certains dans l'exercice et l'expression de ces libertés-là, tant et si bien qu'en face, on leur dit, oh, faites attention, ou bien vous dépassez les bornes. Parce que quand je vous écoute, c'est comme si, bon, les gens ne font que critiquer objectivement et on les en veut pour cela. Oui, personnellement, je me garde d'apprécier les opinions des autres. Si tant est qu'ils sont fondés à opiner, il faut les laisser opiner. On ne peut pas, même dans une cour, permettre à tout le monde de faire ce qu'il veut. Ça, c'est évident. Le problème, c'est quoi? Il faudra laisser à chaque institution le soin d'apprécier la mesure dans laquelle on est dans les légalités ou dans des dépassements ou des débordements. Lorsque je quitte ce plateau, si on estime que je suis en porte-à-faux, que j'ai, j'allais dire, abattu le moral de la troupe par des propos ou que j'ai offensé quelqu'un, il n'y a aucun problème. Le juge, qu'il soit administratif ou pénal, il est là pour apprécier. Ramenez-le, convoyez-le devant le juge appréciera. Si je suis en tort, il me notifiera ma peine à assumer vis-à-vis de la société. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais de là à dire, si on laisse les gens, ou du moins parce qu'il y en a qui sont extrêmes ou sont excessifs dans leurs propos, il faudrait qu'on arrête d'opiner, alors là nous tombons dans des travers. Aucune nation ne s'est construite sans la contradiction, sans les contributions et en dehors des consensus. Comment vous dégagez un consensus lorsque il n'est pas donné à chacun la possibilité de dire ce qu'il pense? S'il y a des débordements, naturellement, il peut y en avoir. Et ce n'est pas le propre du Burkina. Nous ne sommes pas le premier pays à être confronté à la guerre. S'il y a des débordements, il faudrait que les gens répondent de leurs faits. Ça, c'est aussi trivial que cela, de mon point de vue. On va juste rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM que Ambassadeur Paul Sanduidi, analyste politique, est notre convoqué à la barre. La parole au juge Bougman. Oui, la Constitution a été rétablie. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle, pour ne pas dire une situation d'exception. Donc, d'un point de vue de la normalité, ça pose un problème. On n'est pas dans une situation normale, je dirais quasi normale. Donc, vouloir faire du normal dans une situation qui n'est pas normale, est-ce que c'est pas ça aussi? C'est pas cette contradiction-là qu'on a. Est-ce qu'il aurait fallu d'ailleurs rétablir la Constitution, mettre en place une ALT? Parce qu'il y en a qui disaient que le chef de l'État pouvait légiférer, gérer par ordonnance. Est-ce qu'on avait besoin de tous ces instruments-là dans une situation aussi qui n'est pas normale? Non, c'est une option que l'exécutif aurait dû faire bien avant. Mais je voulais dire que dans notre situation actuelle, le problème, moi, je ne le vois pas dans ce sens-là. Je suis certain, je suis convaincu que nous sommes en guerre. Maintenant, comme je le disais, dans un pays normal, dans un pays où les institutions régulent la vie en société, on ne devrait pas en être là. Il n'appartient pas, de mon point de vue, à la présidence de la République, au Premier ministère ou au sectoriel, de réguler l'espace médiatique, les espaces de liberté tout court. Ceux qui sont là pour ça, je crois que nous sommes dans une république et il y a des mécanismes, il y a des outils pour ça. En fait, mon problème, c'est un peu ça. Si comment on appelle ça, la mise à l'épreuve de ces dispositifs-là avait été débordée, non mais il est clair que nous ne pouvons pas, sous le couvert
de la liberté d'opinion et d'expression, laisser sombrer le pays parce qu'on doit laisser les gens s'exprimer. Mais il se trouve, en tout cas de mon point de vue, selon mes observations, depuis que la transition s'est installée, moi je n'ai vu personne qui a été attrait devant des juridictions ou des organismes, comment on appelle ça, confrontés au CSC ou aux autres outils qui ont été faits pour ça, pour répondre des actes qui sont contraires, en tout cas, à l'effort de guerre, à la dynamique de la guerre ou à notre contexte réglementaire tout court. Cela n'a pas été fait. Et c'est ça qui pose problème. Mais pendant que nous y sommes, il faudra respecter également le parallélisme des formes. Si le gouvernement avait, à un moment donné, même demain il peut le faire, décréter qu'à partir d'un certain moment, sur la base d'un certain contexte objectif, vérifiable, nul n'a le droit de faire. C'est ça, la réglementation, c'est normatif. On ne va pas interpréter ou imaginer. À partir de maintenant, en raison des contextes ou des situations données, voilà. C'est précis. Lorsque quelqu'un contrevient à cela, il répond. Ça n'a pas été fait. Si on ne veut pas qu'on fasse, il faut l'interdire. Si vous ne l'interdisez pas, il faut l'accepter. Si vous ne voulez pas l'accepter, la remise en cause devrait valoir pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous dites de ceux-là qui fouillent les véhicules dans les ronds-points, qui vous interpellent, Vous savez ce qu'on appelle le monopole de la violence? C'est exclusivement de la prérogative de l'État. Si on m'arrête dans un rond-point et que je ne suis pas d'humeur, il peut advenir des débordements, il peut advenir des dérapages. Parce que pour moi, un policier qui m'arrête, il peut même embarquer mon véhicule, y compris moi-même. Mais un citoyen comme moi qui m'arrête et qui m'impose, sur quelle base? Le problème aussi dans notre Burkina, c'est un peu ça. Je crois que nous devons construire, nous devons consolider et laisser tomber, parce que si vous avez du 2 poids, 2 mesures, il y en a qui ont le droit de dire tout, d'autres n'ont le droit de rien dire. Je crois que vous l'observez comme nous. Je pense que c'est un peu une vue de l'esprit. Dans ce sens-là, ça pose effectivement un problème. Et je pense que nous sommes tous interpellés. Il y a eu une certaine époque où c'était là, cette situation était là. Les années 89, 90 et autres en venant. Ah oui, mais je pense quand même qu'on a assez payé pour ça. Nous nous sommes investis pour améliorer. On a eu des acquis. Je pense que s'il y a des acquis qui sont contraires à notre contexte actuellement, mais on les remet en cause formellement à travers des textes normatifs et tout le monde est quitte. Autrement, cette façon de faire, en tout cas, convenez avec moi que ça pose problème. Oui, mais il y a M. Sino qui est détenu parce qu'il s'en est pris à la gendarmerie, disant que la gendarmerie n'est pas franche dans la guerre, la gendarmerie au front ne veut pas combattre et tout. Bon, ça lui a valu d'être détenu jusqu'à présent. Ça, c'est quand même un cas école. Non, on appelle ça du droit commun. C'est du droit commun, ça n'a rien de spécifique. Même en temps de paix, si vous dénigrez, vous portez atteinte, en tout cas à l'honneur des troupes, ou de la gendarmerie ou de quel autre corps, si on vous attrait devant les tribunaux, vous allez répondre. Et si les éléments sont assez probants pour qu'on puisse vous mettre dans les lignes de la prévention, on va le faire. Je ne suis pas en train de minorer ou d'ignorer ou de négliger, oui, mais c'est du droit commun. Mais par rapport à notre contexte, effectivement, où généralement les gens sont souvent enlevés, souvent traqués, souvent vilipendés dans les réseaux sociaux, juste pour vous casser, détruire moralement parce que vous avez tenu de tels propos. Non, ce n'est pas opposable à ce droit commun que vous venez de me citer. Alors, vous parlez des espaces de liberté dans le contexte aussi de l'existence du décret portant mobilisation générale et de mise en garde. Ça fait débat actuellement. Il y a un certain nombre de réquisitions qui ont été faites. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à la loi de la mobilisation générale, les gens ont appelé de leur vœu. Personnellement, je me suis associé à ceux qui pensaient qu'on ne pouvait plus fonctionner, comme monsieur le juge Boukma l'a dit,
dans la normalité alors que nous ne sommes plus dans une situation normale. Bien entendu, la loi de la mobilisation générale, dans d'autres pays, ce ne sont pas seulement les... Comment on appelle ça? Ce ne sont pas, avant qu'on en arrive aux réquisitions, ce ne sont pas seulement les réquisitions de combattants. C'est également, au-delà des combattants, c'est du matériel. C'est des moyens qu'il faut mobiliser. Et il y en a qui ont été débordés à un point tel que, mais des industries, des établissements économiques, commerciaux entiers ont été réquisitionnés. C'est-à-dire, comment on appelle ça, une industrie par exemple de fabrique de textiles, mais on n'a plus la possibilité d'aller non seulement construire les locaux et puis aménager des machines pour fabriquer de l'armement, mais on vous demande poliment, naturellement, en respectant la procédure prévue à cet effet, de débarrasser cette industrie comment on appelle ça, de textiles là, pour qu'on aménage une unité de fabrication d'armement. Vous n'avez pas à vous y opposer. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, moi j'ai levé mon droit, on me reconnaît une certaine opinion qu'on doit viser mon entreprise. Est-ce que vous voyez? Le problème actuellement posé par les réquisitions, c'est un peu ça. En tout cas, à moins que l'avenir nous dicte le contraire, ce que nous avons vu jusqu'ici, ce sont des réquisitions, punitions. On a vu des pays où les effectifs étaient tels que, par exemple, on arrive dans une industrie, une société, les mecs, les hommes comme nous sommes au front, c'est à nos dames qu'on nous demande d'amener à nos postes de travail pour ne pas, comment on appelle ça, pour ne pas plonger l'entreprise. Mais tout ça, c'est bien, c'est légitime, c'est obligatoire pour s'en sortir dans le strict respect de l'impartialité, de la neutralité et de l'objectivité pour gagner la guerre. Mais même si vous ne le dites pas, vous le savez bien et vous le savez mieux que moi parce que vous êtes des journalistes, jusqu'à présent, donnez-moi la preuve de quelqu'un qui a été envoyé au front parce que son aptitude, sa qualification, son profil a plaidé et était tel que objectivement c'est lui qui devait être envoyé. Dans les dernières réquisitions, il y en a qui ont été réquisitionnés parce qu'ils se sont inscrits. Non, ils se sont inscrits sur la liste des VDP. Non. Le mécanisme des VDP, à ma connaissance, en tout cas moi je suis un VDP, je ne me suis pas contenté de m'inscrire. Je me suis inscrit, je me suis formé. Ce n'est pas pour faire de la pub parce que souvent quand vous faites une émission, à la sortie, lorsque vous regardez les choses, les réactions, les commentaires, il y en a qui jurent de tout faire pour qu'on vous envoie au front. Non, moi je n'ai pas attendu que mes opinions me compromettent pour être chaud. Mais les VDP, lorsqu'il ne s'agit pas d'être inscrit pour être envoyé au front, que je sois inscrit ou pas, si je veux y aller, moi je me présente et je remplis les conditions pour y partir. Mais lorsque, je ne sais pas moi, ce n'est pas en tant que, comment on appelle ça, par exemple si on doit m'envoyer, je suis de la santé publique aujourd'hui. Si dans l'armée, on a besoin d'un dispositif, la santé publique c'est tout ce qu'il y a comme disposition à prendre pour la prévention. Par exemple, si on estime qu'on a besoin de spécialistes en santé publique parmi les forces de l'ordre, je n'ai pas besoin qu'on vienne me chercher chez moi. Je n'ai pas besoin que à mon service ou dans mon truc, on m'appelle pour dire tu es réquisitionné, viens chercher ton truc. Le principe c'est volontaire, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est l'autorité qui l'a dénommé ainsi. Si c'est volontaire, amenez ceux qui sont volontaires. L'autre aspect c'est quoi? Mais est-ce que en dehors des voix critiques, vous avez vu des gens qui ont été enrôlés à partir des ronds-points, à partir de toute cette panoplie d'OSC qui s'est créée pour soutenir? Allez-y chercher la liste. C'est ça qui pose problème en fait. Mais certains vous diront qu'il y a beaucoup qui y vont peut-être de façon volontaire. Il y a des réquisitions qui se font, mais sans bruit parce que bon, c'est des illustres. Non,
parce que c'est des illustres inconnus. Non, et on vous parlera d'un Rasta, peut-être il se reconnaîtra. On reprend de la Padoie, peut-être ceux qui sont là-bas, parce que c'est les amis du quartier, ils le savent, il a été réquisitionné, ça n'a pas fait de bruit parce qu'il n'est pas trop connu. Mais pour certains aussi qui sont connus sur la place publique pour occuper les plateaux et tout, là, ça devient aussi un problème beaucoup plus public. Sinon, il y en a qui vous diront, bon, il y en a aussi qui le sont, mais il n'y a pas de souci. Oui, ça se fait dans un anonymat. Vous le dites bien à propos. Si quelqu'un peut être ciblé parce qu'il écume les plateaux, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Il faut qu'on s'assure. Non, je n'ai pas dit qu'il est parce qu'il écume les plateaux. J'ai dit que ça devient public. Ça devient public parce qu'il écume les plateaux, donc tout le monde le connaît. Donc la réquisition devient une affaire beaucoup plus, plus connue des autres que certains. Mais moi, j'ai une question parce que j'ai retrouvé ce que vous écriviez la veille des assises nationales. Vous avez, en tout cas, partagé en tant que citoyen ce que vous attendiez notamment de ceux qui allaient siéger. Vous dites, ainsi donc, les forces vives auront à désigner non pas un simple président, mais un vrai chef de guerre et un leader intrépide qui nous a fait tant défaut depuis les premiers attentats terroristes au Burkina Faso. Un peu plus bas, vous dites, pour rester objectif et prévenir la survenue de probables crises, la sagesse des délégués des forces vives devrait l'emporter en veillant à confirmer le jeune capitaine dans ses fonctions de président de la transition. De la sorte, la direction du navire ne souffre d'un aucun quiproquo. Oui. Vous étiez revenu sur le fait malien où il y a eu, après, avec Goïta, un coup d'État dans un coup d'État. Tout à fait. Mais ici, vous dites, on n'a pas besoin d'un simple président, il faut un chef de guerre, quelqu'un d'intrépide. C'est pas ça que vous avez maintenant? Non. Sur le plan de la conduite de la guerre, je n'ai pas de soucis avec le président de la transition. Là où ça pose problème, c'est la gouvernance politique. Et c'est l'acceptation de la contradiction. Quand les gens se retrouvent dans les ronds-points pour crier parce que c'est eux qui l'ont soutenu, c'est eux qui l'ont... Il n'y a pas de problème. En tout cas, avant cette émission, moi je l'ai fait publier dans au moins 2 ou 3 médias, dont Burkina 24. C'était ma conviction personnelle. Lorsque un soutien est sincère, il n'a pas besoin d'être, comment on appelle ça, publié. Non, pas, j'allais dire ventilé et dire que c'est moi qui s'attribue la paternité. Parce qu'il est venu à la suite du MPCR 1, contre lequel personnellement je doutais du leadership en tant que chef de guerre. C'était personnel. Et lorsque celui-là est venu, avec les propos qu'on a vus, et sur la base du syndrome malien, en tout cas je me suis inquiété et j'ai demandé aux gens, il y en a, si vous allez plus loin, vous verrez qu'il y en a qui disaient les jeunes, son grade. J'ai dit non, c'est à cet âge et à ce grade-là qu'il a pris ses responsabilités. Notre responsabilité, c'est de l'accompagner pour que lui aussi il nous renvoie l'ascenseur. Maintenant, dans la mesure, et vous savez qu'à l'époque, au moment où le président de la transition devait être chose, en tout cas les débats qui faisaient cours, c'était est-ce qu'il n'était pas bien qu'un civil prenne la devanture et que les militaires s'occupent uniquement de la guerre? C'est ça le syndrome malien. On a voulu effectivement faire dans les règles des conventions, de ce qui convient, et voilà ce qui s'est passé. 2 coups d'État Imaginons qu'un civil était chaud au pêcheur aujourd'hui. On n'a même pas eu de contradictions au sommet de l'État. Mais les débats font rage parce qu'il y a, comment on appelle ça, la gouvernance politique qui interroge. C'est clair que le syndrome malien allait nous rattraper. De mon point de vue, le président, il est un bon président. C'est un chef de guerre. Mais encore faut-il, parce qu'il est à la fois le chef de l'État, le président de l'exécutif. Il est évident que, avec cette charge-là, il a la responsabilité d'écouter. C'est même dans son intérêt que d'être rappelé, que d'être interpellé. Mais si ça c'est un problème, ça va être un problème. Ça va être un problème parce que la transition n'est pas au bout de son mandat. La guerre n'est pas finie, mais il n'y a pas que la guerre. Il y a la gouvernance politique qu'il faut restructurer.
ce sont des attentes, mais ça, vous ne pouvez pas le faire tel que nous le voyons venir. Ce n'est pas possible. Le large consensus, les concertations, les compromis, vous ne pouvez pas faire l'économie de ça et instaurer les bases d'une gouvernance vertueuse à venir. Ce n'est pas possible. Est-ce que nous ne perdons pas de vue le fait que la sécurité est la priorité des priorités? Est-ce qu'on ne perd pas de vue qu'en l'absence de la sécurité, il est impossible d'avoir ces compromis politiques dont vous parlez? C'est d'abord ça la priorité. Non, je suis d'avis et je suis aussi engagé que tous les autres dans la nécessité de recouvrer la sécurité. Mais il se trouve que dans, comment on appelle ça, les priorités qui ont été assignées à la transition, il y a entre autres les réformes politiques et institutionnelles. Ça, ce n'est pas moi qui le... Non. Mais est-ce qu'il va... il ne va pas finir de faire la guerre avant de faire les réformes politiques. C'est à ce titre-là que je dis que sur le plan de la conduite de la guerre, en tout cas, nous l'encourageons, nous sommes prêts à l'accompagner, même s'il faut réquisitionner, même sous le couvert de, comme vous le dites, pour avoir écumé les plateaux, il n'y a aucun problème. Mais en même temps, il a la responsabilité de conduire les réformes politiques et institutionnelles. Et ce n'est pas après la guerre. En y faisant référence, ce n'est pas qu'on oublie que la guerre est une priorité. Mais c'est en même temps qu'il conduit la reconquête du territoire que la charte a prévu qu'il déballe, il déroule les réformes politiques et institutionnelles. Et dans ce sens-là, on ne peut pas le faire en solitaire. D'accord. Juge Boukma. Oui, vous dites qu'on ne peut pas le faire en solitaire, mais il y a un autre point qui cristallise, c'est la question électorale. J'ai 2024. Bon, il y en a qui disent objectivement on ne peut pas, d'autres disent, mais la question c'est les élections dans ce contexte-là. Parce qu'il y a des réformes également qui doivent aussi aller avec. Ça, au moins c'est clair. Compte tenu de la situation. Est-ce qu'il faut le reléguer au calendrier grec? Ou bien il faut trouver des mécanismes pour dire il nous faut conquérir telle portion du territoire avant d'y penser? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il y a des difficultés et c'est tout à fait normal. Le problème, ce n'est pas quand est-ce qu'on tient les élections. Le problème, c'est que la transition a eu une feuille de route, la reconquête du territoire, en tout cas les réformes politiques, la tenue des élections, la réconciliation nationale, entre autres. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mais, écoutez, lorsque vous avez ça, lorsque on connaît l'échéance de la transition, l'exécutif n'avait pas à attendre que des observateurs le relancent pour s'exprimer. Parce que c'est eux qui, lorsque nous venons sur les plateaux, on échange entre camarades, non, c'est en tant que citoyens. Ceux qui ont la réalité de la complexité de la chose, ce sont les gouvernants. Personne d'autre que l'exécutif ne peut mesurer les difficultés qu'il y a à organiser les élections d'ici 2024 ou à les remettre à plus tard. Maintenant que les engagements ont été pris vis-à-vis de la communauté nationale et internationale, mais je pense que le minimum qui devrait être fait, c'est qu'à un moment donné, parce que ce n'est pas, on ne demande pas à l'exécutif d'organiser des élections. C'est la charte qui a prévu l'organisation des élections. Si à un moment donné, objectivement, ce n'est pas à partir d'hier ou avant-hier que la tâche s'est révélée complexe. Non. Gouverner, c'est prévoir. Il se trouve que sur la base des indicateurs, sur la base des réalités auxquelles nous sommes confrontés, objectivement, on peut pas organiser des élections. Mais écoutez, les gens s'étaient réunis pour convenir de ce pacte social pour gérer la transition. Mais pourquoi vous ne les convoquez pas? Pourquoi vous attendez, comment on appelle ça, l'interpellation d'un journaliste ou d'un activiste pour dire non, on veut abattre la transition, on veut nous... Non. En fait, c'est je n'en sais rien, c'est votre métier, la communication, le journalisme. Ce qui m'importe, moi, en tant que citoyen, c'est que l'exécutif, à un moment donné, nous dise nous sommes en guerre, mais ça ne dédouane pas l'exécutif de la redevabilité, ce que les Anglais appellent accountability. Lorsque vous gérez un pouvoir public, vous avez le devoir de rendre compte. Ils sont arrivés à un certain moment, on fait une évaluation, selon les tendances, on prend
On convie ceux qui doivent être conviés et on prend la décision. Mais ça, il n'en est pas question. Lorsque vous en parlez, c'est comme si vous êtes accroché à des élections. Mais écoutez, que ce soit un maire ou un député, quelle est l'opportunité, je vais dire, d'aller battre campagne à Ouarghaï ou à Bitou, sachant que, mais écoutez, dans la ville, vous ne pouvez pas faire 5 km à la ronde. Ça, on n'a pas besoin d'être politicien pour s'en rendre compte. Mais ceux qui gèrent doivent être en mesure d'interagir, de rendre compte, d'expliquer et de proposer. Je pense que c'est pas plus compliqué que cela. Qu'elles se tiennent dans 10 ans ou dans 20, l'essentiel est que, comme je l'ai dit, des concertations soient organisées, des gens conviennent et qu'on dégage un consensus. Je pense que le Burkina a toujours fonctionné de cette manière-là. Quelle est la place que vous accordez à la cohésion sociale dans ce contexte d'espace de liberté? Quelle est la place de la cohésion sociale? Oui, j'allais vous dire que l'autre guerre qu'il va falloir gagner avant de gagner la guerre contre le terrorisme, c'est naturellement la cohésion sociale. Je ne parle pas de réconciliation nationale. Mais dans tous les cas, la cohésion sociale est un tremplin, c'est un bon contexte pour aller à la réconciliation nationale. Personnellement, je ne demanderai pas à la transition de réconcilier les Burkinabés. Parce que c'est comme vous le dites. Non, parce que de mon point de vue, ce n'est pas leur mission, ce n'est pas une priorité. Mais faire en sorte à préserver la cohésion sociale entre les Burkinabés pendant le temps de la transition et jeter les bases et les jalons pour une transition, pour une réconciliation nationale future, ça c'est un devoir. Ce contexte actuel, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai rarement vu des gouvernements qui sont aussi soutenus que cette transition. Oui. Depuis 2022, janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu un seul syndicat faire une réclamation. Encore moins, comment on appelle ça, contrarier les gouvernants. Il était question de vie chère il n'y a pas longtemps avec un collectif de syndicats. Non, attendez. La transition est intervenue en 2022. Ça fait bientôt 2 ans. Aucun syndicat n'a posé la moindre préoccupation au regard du contexte. Et ça, c'est normal. Personnellement, je ne suis pas syndiqué. Sur la fonction publique, je ne suis pas syndiqué. C'est une option personnelle. Les ménages, vous et moi, personne ne trouve à redire. Et c'est tout à fait normal parce que c'est aussi notre contribution à l'effort de guerre. Mais, lorsque vous avez cet atout-là, n'oubliez pas que, c'est pas parce que j'étais un ancien maire, n'oubliez pas que quand Roch était là, dans le même moment que nos soldats étaient fusillés au front comme des lapins, mais des syndicats tenaient mordicus le pouvoir, par moments avec des risques d'asphyxie. Ça, on l'a vu, c'est dans ce Burkina-là, ça n'a échappé à personne. Cette fois-ci, les Burkinabés, en tout cas, de mon point de vue, ils ont trouvé que c'était normal. La situation était grave. Mais lorsque vous avez cette onction-là, lorsque vous avez cet accompagnement-là, mais vous n'avez pas à avoir dans votre gestion des patriotes et des nombres de patriotes, pour ne pas dire apatrides. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, comme je le disais, l'état de droit, moi je n'ai pas une vue de l'esprit par rapport à l'état de droit. C'est élémentaire, c'est ce qui peut vous permettre, sous réserve du respect des textes et des règlements de la société, de vaquer à vos occupations, de vous exprimer et de continuer votre chemin. Ce n'est pas plus que cela. Mais lorsque vous faites le point, ça a commencé avec la classe politique. C'est une option que le président a prise. Moi, je ne lui en veux pas pour ça. Lorsqu'ils sont venus au pouvoir, la classe politique bouclée là. Ils l'ont fermé. Après la classe politique, c'était quoi? Le troisième pouvoir, la justice, avec tout ce que vous avez suivi. Après la justice, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le quatrième pouvoir, ça c'est vous, la presse. Après le quatrième pouvoir, nous en sommes où aujourd'hui? C'est le cinquième, les syndicats. Je vais dire, ce n'est pas prétentieux, mais moi, si j'étais un conseiller de la transition, ce n'est pas nécessaire. Parce que tout ce que j'ai cité, ce n'est pas pour les accabler, mais on pouvait s'en passer. Parce qu'il n'y avait rien dedans qui valait la peine d'en arriver à ces extrémités-là. Mais naturellement,
la cohésion sociale va s'en trouver éprouvée. Et c'est eux-mêmes qui reconnaissent, un des officiels, le PDS, qui reconnaît que ça va aggraver la fracture sociale. Ça suppose qu'il reconnaît que la fracture sociale est déjà là. C'est la responsabilité de la transition de veiller à ce que la cohésion sociale soit maintenue. Point final pour cette troisième convocation du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Ambassadeur Paul Sanduidi, analyste politique, ancien maire de commune et technicien supérieur de santé publique, était notre convoqué à la barre. Merci d'avoir répondu à la convocation. Je vous en prie. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.